Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers confrères une autre fois dans la suite du cours des infections des systèmes nerveux central, toujours dans le module de neurologie. La fois passée, on avait vu les infections qui touchent la totalité du système ou bien du parenchyme. C'était les encéphalites, les méningites, les méningo-encéphalites et encéphalomyélites. Je vous invite à consulter la partie précédente si vous n'avez pas consulté. Je vous invite à abonner pour recevoir ces vidéos pendant toute l'année. Je vous demande le maximum de j'aime et le maximum de partage. Et on commence. Donc aujourd'hui, on va voir les infections focales du système nerveux central. C'est les abcès, c'est les ANPM sous-durales et les ANPM épidurales. Donc la différence entre un abcès et un ANPM, donc les deux, il existe du pus. Mais l'abcès, c'est la collection du pus dans un organe qui est plein. Donc c'est au milieu du parenchyme. Mais l'ampium, c'est la collection du pus dans une cavité préexistante. Donc c'est de l'espace, soit c'est sous-dural, c'est à l'intérieur de l'espace sous-dural ou bien de la durmeur, ou bien épidural, c'est à proximité des espaces, ou bien des méninges de la durmeur. Donc, on a deux entités, on a des abcès. Les abcès, c'est de la collection du pus dans un organe plat. Le deuxième, c'est l'ampième, c'est la collection dans une cavité, soit sous-durale ou bien épidurale. Commençons premièrement par les abcès cérébrales. Là, vous voyez dans la TDM, ça c'est un abcès cérébral. Donc ça nous fait rappel au cours des tumeurs cérébrales, on a abordé les abcès cérébrales comme un diagnostic différentiel. Donc un abcès, bien sûr, il est grave. Classiquement, c'est une complication d'infection ORL qui est jeune de l'homme ou de l'enfant par voie hématogène. Là, le germe le plus impliqué, comme on va voir, c'est les streptocoques. À cause de la complication d'infection ORL, c'est pour cela une otite ou bien une mastoïdite ou bien une infection ORL, c'est pas à banaliser. Il faut la traiter, sinon les complications peuvent être graves, soit par contiguïté ou bien par voie hématogène. C'est pour cela les infections ORL sont à traiter précocement et ne pas banaliser. Parmi les complications de ces infections ORL, bien sûr, ça, c'est de l'abcès ou bien c'est une complication d'une méningite plus ou moins. Parfois, des méningites vont compliquer par des abcès. Et malheureusement, là, le taux de mortalité est très élevé, c'est entre 30 à 60% des cas. C'est pour cela qu'il faut faire de meilleures explorations et de l'antibiothérapie toujours qui doit être adaptée, précoce et probabiliste concernant le germe qui est en cause là. Donc, l'abcès cérébral, c'est grave, c'est une urgence. Là, c'est une complication d'une infection orale ou parfois d'une complication d'une méningite. Concernant les germes qui sont impliqués là, bien sûr, lorsqu'on dit un foyer ORL, on est en train de parler des streptococcacées, famille des streptocoques. Parfois, c'est streptococcacées, c'est à 70% des cas. Parfois, c'est du staphylocoque, c'est 10 à 15% des cas. Et d'autres germes peuvent être impliqués. On a des bacilles à Gram négatives. Parfois, c'est le Mycobacterium tuberculose, c'est le BK. Donc, c'est le tuberculum et l'abcès, mais ça, c'est chez un patient vierge. Donc, concernant l'immunocompétent, on a en premier plan, c'est le streptocoque, surtout le Streptococcus pneumoniae, le pneumocoque, le fameux pneumocoque. Ces streptocoques sont soit des aérobies, soit des anaérobies strictes, soit des micro-aérobies. Concernant le staphylo, ils sont tous des aérobies à 100%. Il peut s'agir des bacilles gram négatives rarement et parfois c'est de la tuberculose, c'est le tuberculum, bien l'abcès tuberculeux, c'est l'immunodéprimé. Plutôt chez un patient VIH, bien sûr, c'est l'immunodéprimé. Là, ces deux germes-là, le candidose, là, on est en train de parler de mycose, des champignons, c'est le candidose, le mycormycose, le cryptococcus.
Et bien sûr, la toxoplasmose, ça, on va détailler dans les infections qui touchent l'immunodéprimé. Donc, un immunocompétent, un patient où il a le système immunitaire intact, il a immunité contre ces champignons-là, ces candidoses. Bien sûr, on avait dit que la toxoplasmose est une affection bénigne chez le sujet immunocompétent, mais elle est gravissime chez l'immunodéprimé. Je vous invite à consulter les cours des deux parties du toxoplasmose. On a bien détaillé la toxoplasmose avec sa manifestation, sa clinique, son territoire et bien sûr le traitement. Donc, ça, c'était l'abcès cérébral. Donc, les germes en cause, c'est probablement le streptocoque à 70% des cas. Parfois, c'est du staphylo. Chez les immunodéprimés, comme on va voir détaillé, parfois, c'est des candidoses. Et bien sûr, c'est des toxoplasmoses qui peuvent être en cause. Maintenant, la pathogénèse. Donc, cette abcès-là va se former, ou bien le foyer ORL va se disperser soit par contiguïté, lorsqu'on dit contiguïté, c'est par les tissus, donc c'est une otite, sinusite, parfois c'est un foyer dentaire, c'est pour cela les foyers dentaires sont à traiter, sont pas à banaliser. Une petite carie dentaire peut avoir des conséquences graves concernant le plan cardiaque et même des abcès cérébrales. Ou bien le germe va se disperser par une voie hématogène. Donc, souvent, cette voie hématogène, elle est multiple ou multiloculaire. C'est les infections pulmonaires, c'est l'abcès, l'opium, la dilatation des bronches, les cardiopathies congénitales cyanogènes, les endocardites, comme je vous ai dit, vous voyez là, par voie hématogène, on a des séquelles cardiaques, pulmonaires. Parfois, c'est traumatique, c'est une brèche chirurgicale ou bien une brèche ostéoménagée, ça va faire entrer le germe par voie hématogène. Et là, ça va donner de l'abcès cérébral. C'est la manifestation secondaire ou bien la dispersion par la voie hématogène. Donc, vous voyez là, la contiguïté, c'est les foyers ORL sont à traiter précocement. Et on n'oublie pas les voies hématogènes, soit les infections pulmonaires, ils sont à traiter. On n'oublie pas les cardiopathies. Et bien sûr, le traumatisme, toute brèche ouverte au niveau ostéoménager, là, c'est grave. On a le risque septique qui est présent là. Parfois, c'est cryptogénétique en 20% des cas. Donc, vous voyez que ces germes-là sont virulents. Ils ont une dissémination par contiguïté, hématogène, cryptogénétique. Et malheureusement, les séquelles là dans l'abcès cérébral sont défavorables. La mortalité, comme on avait dit, était très élevée. C'est entre 30 et 60% des cas, malheureusement. Donc, gardez-vous en tête que l'abcès cérébral passe par 4 stades. Donc, ça, vous devez retenir. Entre J1 et J3, c'est une cérébrite précoce. Là, c'est de l'inflammation et de l'œdème qui sont présents comme clinique. Donc, c'est premier stade, c'est J1, J3, c'est une cérébrite précoce. Deuxièmement, entre J4 et J9, c'est de la cérébrite tardive. C'est une nécrose en centre. Donc, ça va donner une nécrose centrale au niveau du foyer là où l'infection a disséminé. Troisièmement, entre J10 et J13, c'est la formation de capsules au niveau de cette nécrose-là. Et après le 14e jour, cette capsule va être complètement formée. Et bien sûr, elle va contenir du puits ou bien de liquide. Donc, commence par une cérébrite précoce. Elle va se nécroser vers J4, J9 pour donner une cérébrite tardive. Gardez tous ces notions. Bien, ça peut être des questions d'examen, l'évolution de l'abcès pendant les jours. Ça, c'est très essentiel pour diagnostiquer l'état du patient ou bien l'âge de cet abcès-là. C'est primordial pour la conduite thérapeutique. Et vers J10, J13, on va noter la formation de la capsule. Et après 2 semaines, après J14, la capsule va être complètement formée avec du pus à l'intérieur. Donc, ça, c'est les 4 stades de formation d'un abcès cérébral. C'est primordial que vous les retenir
afin de déterminer de quel stade s'agit-il, quelle, quelle est la durée de cette infection-là, quel est l'âge de cet abcès cérébral. J'espère que c'est clair. Et la clinique, bien sûr, c'est le même tableau clinique. C'est des céphalées. Donc, ces céphalées-là sont observées dans toutes les affections, presque toutes les infections du système nerveux central. La fièvre, les troubles de conscience qu'on avait dit toujours, un trouble de conscience devant une infection du système nerveux central, ce sont des critères de gravité. Un déficit focal, là, la focalisation, comme on avait dit ça, va nous permettre d'orienter le diagnostic vers une région ou bien une focalisation, on dit la focalisation des symptômes, ça va orienter le diagnostic plus vers un abcès qu'une infection qui est généralisée de tout le parenchyme cérébral. Les convulsions, le syndrome méningique, parfois par la dissémination par voie méningique, comme on avait dit, et l'œdème papillaire, parfois c'est l'hypertension intracrânienne. Gardez-vous en tête que cet abcès-là, c'est une masse qui est en train de se proliférer. C'était un volume surajouté de la boîte crânienne. On a dit ça dans le cours de l'HIC, de l'hypertension intracrânienne. Je répète toujours que le module doit être traité comme une entité complète. Il existe un enchaînement. Je vous invite à consulter les cours précédents concernant l'hypertension intracrânienne, les hémorragies cérébrales et les méningites. Donc, vous allez voir, il existe un enchaînement là. Et bien sûr, c'est la TDM et l'IRM qui sont les deux examens de choix. On a parlé de ça dans les hémorragies cérébrales, l'hémorragie sous-arachnoïdienne et les tumeurs cérébrales. Donc, les deux examens de choix pour faire le dépistage ou bien l'exploration cérébrale, c'est en premier lieu le TDM et bien sûr l'IRM reste l'examen de choix avec une imagerie de qualité excellente. Ça, c'était tout pour l'abcès cérébral. Maintenant, on va aborder les OMPM sous-durales. Donc, la différence entre l'abcès c'était une collection dans le parenchyme. Donc, ça, c'était un organe plein. Gardez ça en tête bien. Ça, c'est de l'anatomopathologie. Un abcès est une formation de pus au niveau d'un organe plein. Donc, un parenchyme, il est plein. Mais l'OMPM, c'est la collection du pus dans une cavité. Donc, c'est un espace virtuel. Cette fois-là, c'est l'espace sous-dural. Donc, ça nous fait rappel. Vous voyez là, c'est un diagnostic différentiel avec un hématome sous-dural. Donc, c'est une complication d'infection ORL, bien sûr, surtout des sinusites paranasales. La voie là de dissémination, c'est par contiguïté, via une thrombophlébite ou bien une ostéomyélite avec un abcès épidural qu'on va détailler prochainement. Parfois, c'est des traumatismes, des chirurgies. La voie hématogène, elle est toujours présente dans les infections du système nerveux central. Et bien sûr, parfois, ce sont des méningites de l'enfant qui vont donner de l'OMPM sous-dural. Donc, c'est la collection de pus. Vous voyez là, il apparaît noirâtre entre l'espace sous-dural à l'intérieur de la durmère, entre le parenchyme cérébral et de la durmère. Là, c'est de l'OMPM sous-dural, illustré là dans le scanner. Légèrement cause, là, c'est polymicrobien. Donc, de grandes variétés des germes peuvent donner cet OMPM sous-dural. Là, c'est le streptocoque, le staphylocoque, les anaérobies, tout ça sont des germes qui peuvent donner cette OMPM-là, cette collection depuis, je répète, dans l'espace sous-dural. Parfois, ce sont des autres germes, mais ils sont rares. On est en train de parler de bacilles gram négatives, de salmonellose, ABK, la tuberculose, et parfois ce sont des candidoses, mais sachez, c'est chez l'immunodéprimé. Mais gardez-vous en tête, c'est polymicrobien, toujours c'est le staphylo, le strepto. Parfois ce sont des anaérobies strictes.
Maintenant, l'opium sous-dural a un début qui est rapidement progressif. Donc, les signes d'alarme, c'est l'augmentation de la pression intracrânienne, c'est l'irritation méningée, syndrome méningé, les troubles de la conscience, l'inflammation cérébrale et plus le syndrome infectieux. Donc, c'est le tableau typique d'infection cérébrale, mais elle est rapidement progressive. Donc, et surtout, l'augmentation de la pression intracrânienne. Toujours, ça, c'est du pus qui est en train de collecter dans l'espace sous-dural. Ça va comprimer les structures de voisinage. Ça va donner des troubles de conscience et bien sûr de l'HIC qui est toujours présent dans la néoformation d'un volume qui est surajouté dans la boîte crânienne. En 24 à 48% des cas, on a des signes de localisation, on a du coma et on a des convulsions. Donc, 50% des cas. Donc, ça, c'est le cas si l'OPM sous-dural, elle est de situation cérébrale. Si cette OPM, elle est d'origine médulaire, là, c'est de la moelle osseuse, plutôt c'est de la moelle épinière. Donc, ça, c'est les signes de compression radiculaire. On va voir signes de compression des racines. On a du syndrome infectieux. C'est de la même symptomatologie que l'abcès épidural qui est spinal. Donc, l'abcès épidural spinal, c'est un diagnostic différentiel avec l'OPM sous-dural lorsqu'elle est de structure ou bien de situation médulaire. Donc, mais le diagnostic là, vous voyez, je répète, l'OPM, c'est la collection du puits entre cavités. Ce sont des cavités virtuelles. Donc, c'est pas du parenchyme plein, mais l'abcès épidural spinal, là, c'est une collection, ou bien c'est de l'abcès qui est dans un organe plein épidural juxtaposé à la durmeur. On va détailler ça dans les plaques précédentes, suivantes. Dans l'OPM sous-dural, la ponction lombaire, elle est contre-indiquée s'il y a de signes de localisation. Le diagnostic va se faire par l'IRM et le traitement là, bien sûr, c'est médico-chirurgical. Il faut l'évacuation de de ce pus-là, soit médicalement, soit chirurgicalement si le cas insiste, car ce sont des critères de gravité, comme on avait dit, il existe aggravation, signes de localisation, de coma parfois et de convulsion. Et ça, c'est grave selon le pronostic vital et le pronostic fonctionnel du patient. Dernièrement, la dernière infection qui est focalisée ou bien localisée, c'est de l'abcès épidural. Donc, l'abcès, c'est une collection de pus dans un organe plein, mais qui est épidural. Il est sous-jacent de la durmeur. Donc, ça peut être associé à une OPM sous-durale. Il peut s'agir des deux cas, de l'OPM sous-dural avec de l'abcès épidural. Souvent, c'est une localisation hématogène d'une bactérémie à staphylocoque. Là, c'est le staphylo qui est responsable de 50 à 90% des cas des abcès épidurales. Parfois, c'est des diabètes, des endocardites ou bien des drogués intraveineux qui ont subi cette introduction, ce germe-là, par voie hématogène. Donc, c'est la bactérémie à staphylocoque par voie hématogène, bien sûr. Soit c'était un diabétique, soit c'est de l'endocardite qui est en train de se disséminer, ou bien c'est terrain de toxicomanie par une droguerie IV par septique. Ce sont des injections ou bien ce sont les aiguilles non stériles qui vont faire introduire ce germe-là, ce staphylo par voie hématogène. Et c'est 50 à 90% des cas de ces abcès épidurales. Parfois, cet abcès-là, il est secondaire à un traumatisme. Parfois, c'est de la ponction lombaire, le traumatisme de la ponction lombaire, la chirurgie et l'abcès paraspinal qui va se disperser ou bien disséminer et il va donner de l'abcès épidural. Donc, c'est la transformation d'un abcès paraspinal vers une deuxième localisation qui va donner de l'abcès épidural. Donc,
C'est le staphylocoque qui est responsable là de 50 à 90% des cas. Gardez ça en tête. Parfois, ce sont des autres germes. Parfois, c'est le streptocoque. Ce sont les bacilles à gram négatifs. Parfois, c'est de la tuberculose. Parfois, c'est de la brucellose. On a abordé ça dans le cours de la brucellose. On avait dit que les localisations les plus fréquentes, c'est spinal. Donc, je vous invite à consulter le cours de la brucellose. On a parlé de la brucellose ostéomédulaire. Vous allez mieux comprendre le rôle de ce germe-là, de la brucella dans les abcès épidurales. Parfois, c'est les germes qui sont moins fréquents. C'est la nocardia et parfois ce sont des candidos. Donc, ça, c'était les trois variétés aujourd'hui. On avait vu l'abcès cérébral. On a parlé de l'opium sous-dural. On avait vu la différence entre les deux. Et en dernier lieu, c'est l'abcès épidural. C'est la collection du pus dans un organe plein ou bien d'un tissu autour de la dure-mère ou bien des espaces épidurales. Et ça va donner tout ça, on les appelle les infections focalisées ou bien focales. Pourquoi? Parce qu'ils touchent une zone bien limitée, une région focale. Par contre, dans la première partie, on a abordé les infections de totalité du parenchyme. C'était les méningites, c'était les méningo-encéphalites, c'était les encéphalomyélites. Et j'espère maintenant que vous pouvez faire la différence entre des infections touchent la totalité du parenchyme cérébral et dans ce cas-là, qui sont ces trois-là, c'est de l'abcès sous-dural ou bien de l'opium sous-dural et de l'abcès épidural. Tout ça, ce sont des affections ou bien des infections localisées ou bien focales du système nerveux central. C'est la fin de cette partie-là. Dans la troisième partie, on va aborder le dernier terrain, c'est les infections du système nerveux central chez l'immunodéprimé. Donc, tous ces deux parties-là entrent dans le cas d'un non-immunocompétent. On va voir dans la troisième et la dernière partie les infections du système nerveux central touchant les immunodéprimés. Je vous remercie pour votre attention. Je vous rencontrerai prochainement, Inch'Allah. Je vous demande le maximum de j'aime et de partage afin que ces vidéos atteignent le maximum des étudiants. Bon courage, mes chers confrères.